Je crois que pour la régie, M. Montebourg aimerait bien avoir la lumière J'aimerais voir mes interlocuteurs, dans la salle. parce que c'est une discussion finalement et une interlocution. Et remercier les organisateurs de cette rencontre fort intéressante en croisant des disciplines. On ne le fait jamais assez sur le plan intellectuel. Je ne parle pas de politique, bien sûr. Et c'est une des raisons pour lesquelles j'ai accepté avec enthousiasme de venir frotter quelques certitudes avec les vôtres et croiser deux sujets tout à fait intéressants. La question de l'industrie, que vient d'évoquer avec beaucoup d'éloquence Anaïs Voligilis, et celle des problématiques de l'aménagement du territoire. Je ne sais pas si cette expression est encore usagée, mais enfin c'est celle que j'ai apprise lorsque j'étais étudiant il y a maintenant un certain nombre de décennies, à ma maîtrise d'urbanisme et d'aménagement du territoire de Panthéon-Sorbonne, et j'ai quelques souvenirs de la façon dont on posait un certain nombre de questions. D'ailleurs, si je regarde votre questionnement, la démétropolisation, une hypocrisie française, avec les questions politiques sous-jacentes qu'ont évoquées Mme Taillandier et M. Xavier Timbaud, eh bien, en fait, le débat, c'est où est donc passée la DATAR ? C'est un peu ce résumé que nous pourrions porter. Donc, je vais le faire de façon un peu directe, sans avoir préalablement donné quelques éléments complémentaires de ceux exposés précédemment, de ce que moi j'appelle le décrochage français. La France est un pays qui sérieusement s'appauvrit. Je donne 3 chiffres. Le décrochage français, c'est décrochage de l'Union européenne par rapport au reste du monde, Chine, Amérique, et décrochage de la France par rapport à l'Union européenne. Donc double décrochage, double danger. 3 chiffres. Le commerce extérieur, c'est-à-dire la balance commerciale, ce qu'on produit par rapport à ce qu'on vend à d'autres ou ce qu'on consomme. Nous sommes à moins 150 milliards, c'est le record de l'histoire de la France depuis Clovis. M. Macron a malheureusement doit souffrir d'une certaine comparaison, et celle-là ne nous est pas favorable. Et donc 150 milliards, même la Grèce et la Roumanie, dans la période qui vient de s'écouler, ont amélioré leur solde commercial. La France a continué à s'enfoncer. Pourtant, ça fait 30 ans, j'y ai participé, qu'on fait des politiques de compétitivité macroéconomique. Donc on prend les ratios, on dit on se compare, donc on essaie de... Alors il y a eu le travail, l'énergie, etc., les charges, vous savez, les baisses de cotisation. Bon, tous ces éléments-là, dans ce qu'on appelle chez M. McKinsey le benchmark, on a passé notre vie à essayer de mener la compétition sur les coûts. Résultat, moins 156 milliards. Bon. J'enlève l'énergie, on est à 96. À 96 milliards, on n'a jamais eu ça. Donc vous avez des pans entiers de besoins de consommation, d'utilisation dans la santé, dans l'alimentation. On importe 65% de nos fruits et légumes. Donc il y a un effondrement de l'agriculture dite vivrière en France. Donc nous avons là des symptômes très préoccupants. Deuxième chiffre, l'appauvrissement des territoires. Mis à part l'Île-de-France, toutes les régions de France ont un revenu par habitant qui est inférieur à la moyenne européenne. Donc ça veut dire que c'est le décrochage. Et vous allez à Vierzon, à Nevers, à Château-Chinon, je ne sais pas, à Clamecy où je suis né, vous allez à Montceau-les-Mines ou à Louhans, fermés, à vendre, à louer. Vous connaissez ces centres-villes dans la diagonale du vide, et pourtant, il y a beaucoup de population. Ces éléments-là montrent que la question industrielle de la souveraineté économique est maintenant une question d'urgence, puisque nous n'avons pas les moyens de financer à la fois nos services publics, notre protection sociale, et les investissements pour assurer notre avenir. Alors, vous avez un deuxième sujet, qui est la métropolisation, qui est l'objet du débat, donc croisons les informations.
où là, non seulement le gâteau se rétrécit, mais en plus, il se répartit de façon encore plus inégale. Donc c'est le troisième chiffre. Salaire moyen Île-de-France, enfin Paris, 43 000 €. Salaire moyen Saône-et-Loire, département d'élection, où j'ai été élu pendant 15 ans, 18 ans, 23 000 €. Vous avez 20 000 € d'écart. Donc quand vous êtes un gars de Louhans comme moi qui arrive sur les Champs-Élysées, vous arrivez dans un pays où les gens, c'est un autre monde. C'est-à-dire, vous êtes à Monaco. Vous voyez, un peu comme ce genre d'écart de revenus, de culture et de société. Donc quand vous avez ça, on va dire, écoutez, qu'est-ce qu'on fait de cette réindustrialisation? Alors je voudrais aller un petit peu plus dans le détail en vous disant que la seule, finalement, réindustrialisation pourrait être de nature à répondre à ces deux inquiétudes, la taille du gâteau et sa répartition territoriale. Mais s'il n'y a pas une politique de réindustrialisation réussie, nous pouvons nous inquiéter du sort de la société française. Dans les tensions et les fractures qui vont continuer à s'aggraver, elles ne sont pas que territoriales, elles sont sociologiques, elles sont donc sociales, et elles sont politiques, comme en traduit parfaitement la carte électorale. Tout à l'heure, la question de la ruralité a été posée. La question de la ruralité, elle est portée par un parti politique. Moi, j'ai été élu en 2008 dans le canton de Montreuil, 2000 âmes. J'ai fait toutes les fermes, donc avec le coup de gnôle. Il y a de la terre battue dans certaines fermes, encore. J'en ai trouvé 2, sur 2000 âmes. Et j'ai été élu au premier tour à 56%. Madame Le Pen a fait 51% dans mon canton. Et les gars, ils me disent, dis donc Arnaud, maintenant c'est Yé Le Pen pour nous, Yé Le Pen. C'est comme ça. Parce que ça suffit. Donc l'oubli économique, l'appauvrissement, et puis la désertification. Alors on dit la poste, etc. C'est surtout, il n'y a plus d'activité économique puisque les usines sont parties ailleurs. Ça a été suffisamment expliqué. Alors c'est quoi une politique de réindustrialisation? Ça consiste en quoi? Ça ressemble à quoi? Et qu'est-ce qu'on fait? C'est 5 points de PIB. En fait, il faut se remonter au niveau de l'Espagne. Vous voyez où on en est. Bon. C'est 50 milliards de chiffre d'affaires à relocaliser sur le sol national. Ce qui correspond en gros à 300 milliards d'investissements sur 10 ans. On en fait à peu près 80-90 milliards naturellement par l'économie actuelle. Il faut en ajouter 30 sur 10 ans, chaque année. Le plan de relance, qui n'est plus un plan de relance, mais le plan de réindustrialisation qui s'appelle France 2030, c'est 54 milliards en tout et pour tout. Vous voyez ce que ça signifie en quantité. C'est évidemment une mobilisation sans précédent de l'épargne pour aller chercher ces 300 milliards, puisque nous ne pouvons pas l'emprunter. Nous avons déjà suffisamment emprunté, donc nous allons utiliser notre taux d'épargne qui, là, pour le coup, est un grand atout pour nous. Nous avons 2500 milliards de stock d'épargne, c'est l'assurance vie, qui va alimenter des fonds étrangers qui ne financent jamais la France. Pourquoi? Parce qu'on a dit à nos propres fonds de pension, je rappelle que l'assurance vie est défiscalisée, ce sont nos fonds de pension, on dit souvent quand même, on n'a pas de fonds de pension, il faut qu'on privatise la retraite. Non, on a nos fonds de pension, l'assurance vie défiscalisée, donc à coût de soutien de budget public, mais il n'y a pas de contrepartie à ça sur l'investissement français. Il suffirait qu'on prenne 10% de cet encours et on dise, voilà, vous allez financer Monsieur AXA, Monsieur Allianz, Monsieur Affaires, vous allez financer la réindustrialisation. Donc ça, on peut le faire, ce qui suppose un peu de courage politique, ça a été dit par Madame Voigilis tout à l'heure. Il va falloir trouver 20 000 hectares. Sujet intéressant. Les a-t-on? On a des friches industrielles, on a aussi des friches agricoles. 20% de la surface agricole utile n'est pas exploitée aujourd'hui. Pourquoi? Alors vous avez le paysan du Vaucluse qui attend le permis de construire et donc que le PLU change pour pouvoir valoriser son bien, en se disant je vais toucher la timbale. Vous avez le paysan de Saône-et-Loire qui dit de toute façon j'ai plus personne, je vais mettre un cheval pour la voisine ou pour le châtelain, c'est mieux, c'est plus prestigieux que de toute façon laisser pousser la forêt. Puis vous avez de la surface agricole utile qui se transforme en forêt parce qu'il n'y a plus de paysans et que la terre n'est pas si généreuse à cet endroit-là. 20%, c'est beaucoup, ça prouve la déprise agricole.
la question a été tranchée par le législateur qui a pris une décision qui a dit zéro artificialisation nette, donc maintenant on préserve la terre agricole. Très bien. Donc où est-ce qu'on met les usines? Voilà. Donc il faut trouver un milieu. Alors les experts disent, bon, bah, de toute façon on va se débrouiller avec les friches, d'accord, mais qui va les dépolluer? Est-ce qu'on va demander à ArcelorMittal, à Laudin-l'Ardoise, qui a laissé un diplodocus d'acier depuis 15 ans après avoir fermé, et il en a fermé en France, merci beaucoup, lui demander de dépolluer son site? Il va dire, ah ben, il va lui dire, si vous faites ça, je ferme le site de Dunkerque, ou je ferme Fos-sur-Mer, parce que leur politique, c'est le chantage au gouvernement. Je l'ai connu sur l'affaire Florange, comme d'autres avant moi, qui étaient Sarkozy, ou d'autres après moi, qui ont fait semblant de ne rien voir. Donc, en vérité, il va falloir mettre 2, 3, 4, 5, peut-être 10 milliards sur la dépollution des friches industrielles pour utiliser les hectares pollués pour les réhabiliter et faire remonter les usines. Et puis, vous avez la question, après, de qui détient le droit de construire. Alors maintenant, excusez-moi, je vais être un petit peu plus direct. Tout à l'heure, on a dit les élus sont conservateurs. Pour moi, les élus de droite ne veulent pas de pauvres, les élus de gauche ne veulent pas de riches, et les écologistes ne veulent personne. Donc en fait, vous avez compris pourquoi il n'y a plus d'immobilier de construction en France. Donc on ne veut plus construire parce que la politique consiste à dire à ses électeurs, vous êtes formidables, on va rester comme on est. Et tous ceux qui arrivent, alors ceux qui arrivent, c'est ceux qui naissent, c'est les familles qui se coupent en deux parce qu'ils ne sont pas capables de s'entendre, c'est leur liberté, c'est les populations arrivées d'ailleurs parce qu'elles cherchent un emploi. Bref, tous ces gens-là, ils sont dans des véhicules, dans les campings, moi je vois des campings complets, et des gens qui... Alors avant, c'était les ouvriers, on s'en fichait, parce que c'était des ouvriers qui allaient travailler à l'usine, j'en ai connu dans mon département, et qui couchaient dans leur voiture pour aller faire les 3-8 et qui rentraient chez eux à 150 km. Maintenant, c'est les étudiants qui n'ont plus de logement. J'ai discuté ce matin avec des propriétaires de résidences étudiantes. Ils ont passé tout l'été à dire aux parents, aux candidats au logement étudiants, qu'il n'y avait plus de place dès le 15 juin. Donc tout l'été, ils se sont excusés en disant on n'a rien pour septembre, c'est fini, c'est saturé, il n'y a plus. Et il n'y a plus de permis de construire, et la population continue d'augmenter. Voilà la situation. Donc, la décentralisation a, paraît-il, été une grande conquête. Je suis pour qu'on revienne partiellement sur cette conquête, qui n'en est pas une, c'est une régression, puisque nous ne sommes pas capables de faire face. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour réindustrialiser? Et donc, réindustrialiser, c'est aussi, pardonnez-moi, 1 million d'emplois avec les logements qui vont avec. Est-ce que vous savez qu'avec les 2 gigafactories de Dunkerque qui se sont construites, qui sont en cours de construction, il y a déjà plus de logements à Dunkerque, donc on ne peut plus aller travailler à Dunkerque. Donc, ça va être des usines sans personnel, avec des robots. Bref, ces questions-là doivent être traitées, elles ne le sont pas. Elles ne sont pas envisagées. Donc, il va falloir, comme certains le proposent, des permis de construire qui soient repris par l'État, sur des territoires qui diront, ben, moi je consacre, d'ailleurs c'est pas compliqué, il y a quoi? Il y a 1000 communautés de communes en France. Les préfets peuvent lancer l'appel d'offres en disant quelles sont les terres, les territoires, les fonciers que vous voulez consacrer à la réindustrialisation. On peut décider ensuite de les geler sur les prix et de faire en sorte qu'il n'y ait plus de spéculation sur le sujet, donc les sortir du marché, avec le permis de construire à la main. Une loi peut parfaitement dire le prix est fixé à tel prix, c'est quasi-expropriation, mais avec le consentement des communes, puisque c'est elles qui seront soit les propriétaires, soit disposant du droit de construire. On leur dit, bah, écoutez les amis, c'est là qu'on va construire, ce sera des usines, c'est l'État qui délivre le permis de construire. Au revoir, madame, monsieur le maire. Ou alors, vous êtes obligé de le faire au nom de l'État. C'est l'État qui donne le permis de construire sur décision du préfet, donc vous êtes dans une relation hiérarchique avec le sous-préfet de votre arrondissement qui pilote la Renaissance. Et comme toute réindustrialisation, ça a été dit par Anaïs Voigilis tout à l'heure, ne peut fonctionner qu'avec un système de planification. Quel secteur? Quel choix nous allons, où est-ce que nous allons mettre l'argent public? Alors là, pour l'instant, c'est 50 milliards, c'est à peu près fait dans les formes qui convient. Il en faut 6 fois plus. Donc à partir de là, comment on va faire? On peut piloter sur les secteurs, on peut piloter sur les objectifs industriels, on peut aussi, donc, par conséquent, piloter
la répartition territoriale. Et à partir de ce moment-là, on est déjà dans la reconstitution de la Datar. Je revois l'Alouette aux couleurs de la France, avec Olivier Guichard et Georges Pompidou, en train de survoler les villes nouvelles qui allaient sortir de terre quand ils ont créé la Seine-Saint-Denis et quelques départements issus de la Seine inférieure ou supérieure, je ne sais plus. Enfin, toute cette nostalgie-là, qui est celle de la planification, une ardente obligation, disait le général de Gaulle. Ça veut dire quoi? La planification, on me dit, mais qu'est-ce que vous allez faire? Vous êtes un soviétique. Je dis, quand vous, le libéral, vous faites un business plan, vous faites un plan d'affaires, vous planifiez vos objectifs. D'ailleurs, vous faites virer si vous ne les respectez pas. Où est la planification de la décision publique en la matière? Où est-elle? Et la planification territoriale, eh bien, on va reprendre des Alouettes et des Guichards. Et on va dire, cette fois-ci, ça va être dans les territoires de la démétropolisation, parce que si on décide de faire cette politique, et on en a besoin, parce qu'on ne pourra pas suivre le rythme d'accumulation de population sur les littoraux à ce niveau-là. D'ailleurs, les élus sont dans des situations inextricables puisqu'ils n'ont plus de matière fiscale et ils sont obligés de financer des équipements. Donc on peut aussi comprendre ce conservatisme d'Arcachon que vous avez tout à l'heure exposé, puisqu'il y a un désaccord entre, j'allais dire, la richesse créée par le surcroît de population et les charges qui s'en déduisent. Donc la vision que je défendrai, c'est celle du retour des grands travaux. Paul Delouvrier, Paris et le désert français, qu'est-ce qu'ils ont fait quand ils ont fait le Languedoc et tous les systèmes d'irrigation? C'était une planification agricole du sud de la France et la valorisation de terres qui étaient ingrates. Nous pouvons et nous devons maintenant repenser, à partir d'ailleurs des candidatures des territoires d'industrie qui se sont manifestées. Regardez la carte des territoires d'industrie, c'est très intéressant, parce que ce sont des villes intermédiaires, moyennes, il n'y a plus de place dans les métropoles. Donc, par exemple, le Creusot Chalon-sur-Saône, je ne sais pas si vous connaissez, c'est la réplique de Marguerite Duras. Tu ne connais pas Nevers, tu ne connais pas, c'est dans la Nièvre. Bon, c'est un peu ça, c'est-à-dire que cette France des sous-préfectures, c'est elle qui va candidater de plus en plus et qui a des besoins aujourd'hui d'activité économique pour financer les services publics, financer les équipements, pour financer les infrastructures, financer le surcroît de population qui a commencé à venir. Donc eux cherchent la croissance et il y aura nécessairement quelque part la décroissance. Alors je voudrais prendre un exemple caricatural pour conclure, puisqu'il me reste quelques minutes. Le Grand Paris, pour 14 millions d'habitants, je crois, à peu près, 15 millions, il y a eu 50 milliards d'investissements dans les réseaux ferroviaires, réseaux ferrés. Il se trouve que, en regardant ce qui se passe sur la question des lignes rurales qui ont été fermées depuis 20 ans, 30 ans, il y a à peu près 6000 km en France de lignes ferroviaires qui ont été fermées. Combien y a-t-il de personnes qui habitent à moins de 10 km de ces 6000 km? 10 millions de personnes. Combien a-t-on investi de réseaux ferrés sur ces 6000 km? 0 pour 10 millions de personnes. Combien a-t-on investi pour 14 millions de personnes à Paris, en région parisienne? 50 milliards. Voilà. C'est des décisions politiques. Donc là, on a fait des choix. On aurait pu dire, écoutez, il faut qu'on trouve le moyen d'équilibrer nos investissements. Alors l'affaire des réseaux express, des RER de provinciaux, je ne sais pas comment dire, je suis passé des RER, c'est pas les TER, c'est autre chose. J'ai demandé à un président de métropole de mes amis, qui est celle de Grenoble, je lui ai dit, c'est quoi cette histoire de projet? Écoute, c'est simple, c'est quand même des réseaux qui vont permettre de relier la métropole à toutes les villes où, tous les jours, des gens font des kilomètres de plus en plus éloignés, ce qui a été expliqué tout à l'heure par Xavier Timbaud. Et en fait, ça va accentuer la métropolisation, la concentration encore dans la métropole. Donc, ou, à l'inverse, c'est un peu des mini-TGV locaux, régionaux. Les TGV et les gares betteraves, moi j'ai 2 gares TGV dans mon ancien département d'élection,
vous avez 2000 personnes qui font l'aller-retour chaque jour, qui font 1h20 de TGV, Paris, Le Creusot, qui vont travailler à Paris avec 1h30. Alors ça marche mieux que la ligne RER-B. Mais c'est quand même une manière aussi de vider la très très grande périphérie, parce qu'on est à 300 km. Voilà les considérations datariennes que je voulais ici présenter. Je voudrais ajouter que j'ai fait partie de ceux qui ont défendu, en parallèle de ce projet de réindustrialisation volontariste, en liaison avec une vision de démétropolisation, la valorisation de tous les biens vacants. Il y a 3 millions de biens vacants dans le diffus, l'ancien, les villages, avec une impossibilité pour les élus de régler les problèmes. Donc ce sont des biens qui s'abîment, qui disparaissent et qui pourraient être utilisés. 3 millions, c'est la grande statistique. On peut déjà en valoriser 1 million. Alors il y a en Sicile un programme qui avait été monté, je suis allé voir sur place, très intéressant. Il y a un maire qui a racheté à vil prix quelques propriétés, les a données pour 1 euro à tous ceux qui voulaient s'y installer et procéder aux réparations à leurs frais. Ça a eu un succès monstre. Je pense que nous avons là une piste de politique publique si on veut bien assouplir le droit de l'expropriation au bénéfice de ce programme. Oui, les valeurs fondamentales, telles qu'on les a imaginées, parfois doivent s'interpréter au regard des exigences nouvelles. On l'a fait sur l'environnement, on l'a fait sur la santé, on le fait aussi sous la pression des événements migratoires, on va devoir le faire sous la pression de l'impossibilité d'offrir, ce qui est quand même dans la Constitution, un toit à tous ceux qui résident sur le territoire. Alors la proposition de reconstruire les villages dans les villages, qui a été faite par notre puissance invitante, je la trouve absolument séduisante. Au lieu d'imaginer des énormes objets complexes, lourds, à 3200 le mètre carré, ce qu'on pourrait enfin, sans aller chercher la subvention, mais juste essayer de valoriser ce qui existe, les ressources qui sont entre nos mains, pour essayer, non pas de rebâtir la ville sur la ville, mais déjà de recommencer à construire un tissu contemporain à partir des ressources foncières, humaines, économiques, techniques, à notre disposition. Bref, la Datar est à recréer. Je vous invite donc, avec Olivier Guichard, à un joli voyage en Alouette.